2 ans moins un jour dans la collectivité pour Philippe Hamelin qui a agressé ses 2 filles. Budget Flaherty présenté aujourd'hui à Ottawa. Le sort du gouvernement repose entre les mains des libéraux. Menace d'inondation à Laval. Des travaux sont menés sur la rivière des Prairies. C'est ça qu'on voulait. On voulait avoir une solution. À Matane, le navire CTMA vacancier demeure toujours coincé au large. Une tempête de pluie verglaçante sème le chaos sur le centre des États-Unis. Bon avant-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à LCN. Alors, la sentence est tombée il y a un peu plus d'1 heure. Philippe Hamelin ne se retrouvera pas derrière les barreaux. L'homme de 93 ans a été condamné à 2 ans moins 1 jour à purger dans la collectivité. Il s'agit de la peine que réclamait l'avocate de la défense. La sentence a été prononcée ce matin au Palais de justice de Montréal. L'homme avait été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement ses 2 filles il y a près de 50 ans. La couronne voulait qu'une peine d'emprisonnement entre 7 et 9 ans soit prononcée. Le juge a expliqué sa décision par le fait qu'il s'agit évidemment d'un cas exceptionnel puisque l'homme est très âgé, 93 ans, qu'il présente un état de santé précaire. Le nonagénaire souffre entre autres d'un cancer de la peau. Il est sourd, presque aveugle et peut à peine se déplacer. Et pour parler de cette sentence, je joins tout de suite le criminaliste Jean-Pierre Ancourt. Bonjour. Bon matin à vous. Bon matin, Maître Ancourt. Êtes-vous surpris de cette sentence? Absolument pas, parce que on comprend, tout le monde comprend et va admettre que c'était premièrement une sentence extrêmement difficile à rendre pour un juge, mais l'envoyer en prison ferme 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça valait peut-être 5 ans. Sauf que c'est un fardeau qu'on aurait donné à la société, un fardeau financier, parce qu'il n'y a pas de place en prison pour accueillir un homme dans l'état où il est. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On essaie de trouver une sentence, ça peut peut-être déplaire à certaines personnes, mais une sentence qui va faire en sorte que ça va tenir compte de ça. Et moi, je pense que pour les victimes là-dedans, l'important, c'était premièrement de dénoncer l'acte, et deuxièmement, que la justice les croit et déclare le monsieur coupable. Je pense qu'une fois que ça est fait, peu importe la sentence pour les victimes, je pense pas que ça change grand-chose pour eux. Sauf que vous trouvez pas que c'est un peu injuste? M. Hamelin a été reconnu coupable d'avoir agressé ses filles il y a près de 50 ans. Et là, il se retrouve dans la collectivité, un peu comme si de rien n'était, là. Absolument. C'est pas une sentence pour lui, parce qu'à 93 ans, être obligé, par exemple, de demeurer chez lui 24 heures sur 24, il en est juste content. Alors, c'est pas réellement une sentence, mais qu'est-ce que vous vouliez que la juge se fasse? À moins qu'on revienne comme dans le temps du talion et de donner peut-être 12 coups de fouette. Mais la prison, évidemment, ne pouvait pas s'appliquer dans ce cas-là. Même si on voulait le faire, on se tirait dans le pied parce que, oui, on le punissait, mais on serait puni beaucoup plus parce qu'il n'y a personne en prison qui est capable d'accueillir cet individu-là de la façon dont il est, ses maladies, etc. Donc, il aurait fallu trouver une place dans un hôpital plutôt qu'à la prison. Pensez-vous que c'est un baume pour ces filles? Ben, écoutez, je ne sais pas si les filles avaient l'idée qu'une sentence d'emprisonnement serait plus satisfaisante pour elles, mais je pense, comme je le disais tantôt, que ce qui était important pour elles, c'était que la justice fasse en sorte qu'on reconnaisse les torts qu'il a causés à ces personnes-là, qu'il soit déclaré coupable des crimes qu'il a commis, et la sentence, ben, écoutez, c'est à mon avis, dans ce cas particulier-là, comme la juge le dit, c'était secondaire. Maître Ancourt, vous êtes un criminaliste d'expérience. Est-ce que vous avez déjà été témoin d'une cause comme celle-là? Pensez-vous que ça va faire jurisprudence? Ben, vous savez, on en a vu des cas. Moi, j'ai déjà eu un curé dans le bout de Sherbrooke qui avait 75 ans et qui disait que il n'y avait pas la condition pour aller en prison, malgré qu'il était quand même capable de vaquer à ses occupations. Il y avait même un chalet où il allait l'été. Or, le juge a dit non, il s'en va en prison. Et il a été en prison. Alors, c'est des cas bien particuliers. 93 ans, extrêmement malade. Il n'est pas capable de subvenir à ses propres besoins. Alors, c'est un cas particulier et ça ne fera pas jurisprudence. Oui, un cas exceptionnel, comme l'a expliqué la juge lors du prononcé de la sentence. Maître Ancourt, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci, bonne journée. Et ne manquez pas, donc, 11h30, nous allons recevoir en studio la fille de Philippe Hamelin, Marcelle Hamelin, évidemment, pour voir comment elle réagit à la suite de cette sentence.
Maintenant, moment de vérité. Cet après-midi, à la Chambre des communes à Ottawa, on connaîtra enfin le contenu du budget fédéral à 16 heures. Ce budget est vraiment crucial pour la survie du gouvernement de M. Harper, mais surtout pour la relance de l'économie canadienne. Et Sylvain Drapeau, de grands plans de ce budget ont déjà été dévoilés ces derniers jours. Là, ça, c'est vraiment du jamais vu. C'est du jamais vu, effectivement. Des fuites, mais non pas des fuites. On ne parle même plus de fuites, là, mais ce sont des annonces du gouvernement qui ont été faites, officielles, là, en conférence de presse. On a le décompte de tout ça. Il y a un total de 17 milliards de dollars environ là, qui ont été annoncés ces derniers jours. Regardez bien ce que ça donne. Il y a eu hier, bien sûr, cette fameuse annonce du ministre des Transports pour les infrastructures seulement. 7 milliards de dollars, routes, ponts, collèges, universités, systèmes de traitement des eaux. L'aide au secteur automobile, essentiellement en Ontario, on le comprendra, pour l'automobile américaine, 4 milliards de dollars. Le logement social, rénovation essentiellement, 2 milliards. La formation, ça c'est dans le cadre de l'assurance-emploi, lorsque vous entendrez ça. Il s'agit vraiment des programmes de formation, 2 milliards de dollars. S'ajoute également l'aide aux communautés qui ont été touchées d'une façon ou d'une autre par les pertes d'emplois dans les secteurs manufacturiers et forestiers, 1 milliard. Agriculture, un demi-milliard, 550 millions. Pour les arts et la culture, on a ajouté 160 millions d'annonces pour les festivals, par exemple, ou les infrastructures du milieu culturel. Également, la création d'une agence de développement économique pour le sud de l'Ontario, cette fois, à 250 millions de dollars. Vous voyez le total? 17 milliards de dollars. Oui, on le savait à peu près tous, là, le contenu du budget. Est-ce qu'il reste une marge de manœuvre pour de nouvelles annonces? Mais vous voyez, hein, le déficit est de 34 milliards. On serait tenté de dire il en reste encore 17. Mais il faut compter sur, d'abord, des revenus en baisse du gouvernement en cette période de difficultés économiques. Alors, on croit qu'il y aura peut-être quelques milliards, maximum 6. Et il y a déjà une annonce dont on s'attend, c'est la baisse des impôts. De quel ordre? Ça reste bien sûr à déterminer. Alors, présentation du budget donc à 16 heures et émission spéciale qu'on va vous présenter à compter de 15h30. Merci Sylvain. Au revoir. Maintenant, à Laval, des travaux sont en cours depuis ce matin sur la rivière des Prairies afin d'éviter des débordements. Et je retrouve sur place mon collègue Denis Thériault. Denis, est-ce que les travaux avancent bien? En tout cas, ça progresse. Constatez par vous-même. On voit derrière nous la rétrocaveuse amphibie qui est en train de casser le couvert de glace dans ce secteur-là pour agrandir le chenal. Il y a des travaux qui se font de cette façon un petit peu partout sur la rivière des Prairies. M. Dumais, où en est la situation actuellement? Présentement, la rétrocaveuse est en action depuis quelques heures. Donc, la situation, le niveau de l'eau est toujours élevé. Il y a des digues qui ont été construites hier en prévention que le niveau d'eau monte encore. Des digues au niveau de la rue de l'Anse-Bleue, au niveau de la rue Terrasse-Aubry. Également, notre centre d'opération d'urgence est ouvert 24 heures sur 24. Des gens observent la rivière et chaque mouvement de l'eau est analysé. Également, on a le 3-1, la ligne d'information où ce que les gens peuvent appeler pour avoir des informations par rapport à la situation. Alors, qu'est-ce que vous dites aux gens qui se trouvent dans les secteurs où il y a un potentiel de risque? Il y a une quarantaine de résidences dans le secteur Laval-des-Rapides, une cinquantaine dans le secteur Sainte-Dorothée. Toutes les résidences qui sont potentiellement à risque, les citoyens qui y demeurent ont été rencontrés par nos équipes de mesures d'urgence. La situation est analysée à chaque maison par ces gens-là. Puis on leur dit qu'il y a du sable disponible s'ils en ont besoin. Et si les gens ont besoin de poches de sable ou quoi que ce soit, ils peuvent nous contacter au 311 ou se rendre au 125A, le boulevard des Prairies, où un centre de service est ouvert et prêt à accueillir les gens. Et là, pour l'instant, le niveau est stable. Le niveau est stable depuis hier. On espère que le travail de la rétrocaveuse aujourd'hui va donner un coup de main et on a hâte aux températures chaudes du week-end qui pourraient nous aider à faire baisser le niveau de l'eau. Alors, c'est sous haute surveillance et puis pour ceux qui demeurent dans les zones à risque, ils n'ont pas à s'en faire. On les tient au courant au fur et à mesure que la situation évolue. Exactement. Chaque personne qui est concernée par le problème a été rencontrée par nos gens des mesures d'urgence. Les gens sont avisés. Si toutefois les gens sont inquiets, ils peuvent nous contacter au 311. On attend leurs questions et on est prêt à leur répondre. M. Dumais, je vous remercie. Merci à vous. Alors voilà, vous pouvez le constater, les autorités gardent la situation bien à l'œil. Pour ce qui est de cette rétrocaveuse amphibie qui est sur place, le travail se poursuit. Elle est déplacée au besoin. On casse la glace selon le besoin, selon l'évaluation des experts. Tout est surveillé de très près et il y a du monde sur la rivière des Prairies qui travaille très fort actuellement. Oui, on espère que le travail de la grenouille portera fruit et le réchauffement des températures également au cours des prochains jours. Merci, Denis. Au revoir. Au revoir.
Et l'accumulation des glaces cause aussi des problèmes dans le Bas-Saint-Laurent où le navire de croisière CT Emma Vacancier est toujours coincé au large de Matane depuis au moins 24 heures. J'en parle tout de suite avec Gilles Turmel. Gilles, les manœuvres pour le dégager des glaces ont repris là ce matin. Oui, ils ont repris tôt ce matin, mais ce que je peux vous confirmer à l'instant, je viens tout juste d'avoir l'information, c'est qu'on a donc décidé de cesser de tenter de faire entrer le CTMA au port de Matane. La situation des glaces n'a pas bougé depuis hier. Les glaces sont très épaisses, très compactes. Alors, il y a quelques minutes à peine, on a pris la décision donc de tracer une voie pour le CTMA vers le large. Donc, le bateau va reprendre son trajet et son prochain port d'arrêt, normalement, donc, ce sera Chandler dans la baie des Chaleurs. Donc,